Bonjour à toutes et à tous, c'est ici, au cœur du 7e arrondissement de Paris, dans le siège d'Africa Invest Europe, que Yasamine installe le 3e volet de sa série, consacré cette fois-ci à la finance comme ressort de souveraineté économique partagée. Comment un fonds d'investissement peut-il jouer le rôle d'une passerelle, contribuant concrètement à consolider simultanément les économies africaines et européennes? Au sein de cet échafaudage, la filiale française fait figure de sismographe. Agréée par l'autorité des marchés financiers en 2016, Africa Invest Europe pilote aujourd'hui les fonds franco-africains 1 et 2, premier véhicule transfrontalier dédié aux PME et aux ETI françaises. Ces deux FPCI totalisent près de 90 millions d'actifs sous gestion et les tickets systématiquement minoritaires aussi entre 2 et 7 millions d'euros. À ce jour, 18 participations ont été réalisées, de la mécanique de précision stéphanoise Matevon à la health tech toulousaine Emodia. Ensemble, ces opérations ont mobilisé plus de 80 millions d'euros de cofinancement et contribué à créer plus de 10 000 emplois directement sur le continent. Un des architectes de cette mécanique bicontinentale nous accueille ce matin. Diplômé de l'IHEC Carthage puis d'HEC Paris, Khaled Benjenet a rejoint Africa Invest en 2010 après 7 années de Transaction Services chez PwC et depuis la création d'Africa Invest Europe, il dirige une équipe parisienne de 4 professionnels adossés à la centaine d'analystes et d'operating partners répartis dans les autres bureaux du groupe. Sa ligne de conduite, capital patient, gouvernance exigeante, respect des cultures entrepreneuriales locales et accompagnement opérationnel au plus près des dirigeants. Durant l'heure qui vient, nous plongerons avec lui dans les coulisses d'un fonds véritablement cross-border, comment se tissent les deals entre l'Europe et l'Afrique, comment conjuguer rendement financier et impact social, est-ce que l'intelligence artificielle redessine l'analyse des risques, et surtout, la finance peut-elle devenir, sous contrainte réglementaire et fiduciaire, un levier de souveraineté économique partagée entre continents? Enfin, fidèle à l'esprit de Yasamine, nous élargirons le champ. Quel rôle pour les diasporas tunisiennes et africaines dans la construction d'un récit économique où le capital cesse d'être un simple flux pour devenir passerelle durable entre les rives de la Méditerranée? Monsieur Benjenet, merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous et merci pour cet accueil et pour l'opportunité. Plaisir partagé. Pour débuter cette entrevue, il nous semble important de revenir sur une période de l'histoire particulièrement porteuse, les années 2010. Durant cette période, le taux de croissance africain rivalise avec celui qu'on peut retrouver en Asie du Sud-Est. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que les entreprises de taille intermédiaire françaises manquent cruellement d'une exposition vers l'Afrique. Et ce manque d'exposition se retranscrira justement dans quelque chose que vous appelez une faille financière, une faille de financement. Et cette faille de financement, elle se retrouve particulièrement sur les segments mid-cap, des entreprises qui ont entre 20 et 300 millions de chiffre d'affaires annuel. Et ce manquement peut se retranscrire par le fait qu'à l'époque, il manquait un partenaire solide, capable à la fois d'apporter du capital, mais aussi une expertise à la fois territoriale et sectorielle assez importante. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette époque? Est-ce qu'il y a certains agrégats macroéconomiques, financiers, sur votre propre deal flow de l'époque ou même extérieur à celui-ci que vous avez trouvé particulièrement intéressant? Et à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il était nécessaire justement de créer ces FFA, ces fonds franco-africains? Merci Amine. Alors, très intéressant comme question. Moi, je vais vous ramener encore en arrière. Donc, pour rappel, le groupe a été créé en 1994, vous l'avez présenté. Et en réalité, nous, dès le début des années 2000, vraiment tout début des années 2000, nous avons poussé les murs pour sortir de la Tunisie, parce qu'on était un groupe tunisien, et nous élargir au Maroc, Maroc-Algérie à partir du début des années 2000 et l'Afrique subsaharienne à partir de 2004-2005. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en étant en Tunisie, on a très vite remarqué qu'une société tunisienne, standalone, excusez-moi du franglais, ne pouvait pas réussir. Donc il était très important de pousser les murs, de sortir pour agrandir le terrain de jeu, diversifier le risque pays, diversifier le risque de change. Donc c'est pour ça le Maghreb, ensuite l'Afrique subsaharienne. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons embarqué, entre guillemets, depuis le début des années 2000, des fonds qui étaient gérés par la CDC, qui ont été repris par BPI France, nos amis de BPI France à la création de BPI France, donc en 2013. Et ces gens-là, nos amis, nos investisseurs, ont vu ce qu'on faisait. En fait, c'est vraiment dans l'ADN d'Africa Invest, de pousser les sociétés pour sortir de leur marché local, de devenir régional, panafricain, et de bénéficier de toutes les bonnes choses dont on a parlé. Et donc, entre-temps, nous sommes structurés, nous sommes dans les différents bureaux que vous avez présentés, donc on a ce savoir-faire-là d'accompagner les sociétés dans les différentes régions en Afrique. Donc, il est évident que les PME ETI françaises lorgnent entre guillemets vers l'Afrique et souhaitent se développer vers l'Afrique. Des fois, elles le font avec succès et d'ailleurs c'est assez drôle parce que a posteriori, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que les petites PME sont un peu plus courageuses et un peu plus va-t-en-guerre que les grosses en fait. Donc elles n'ont pas de frein, elles vont vers l'Afrique, mais elles manquent effectivement de partenaires locaux, de boosters, de gens qui les poussent et qui les aident sur le continent. Donc c'est en fait l'idée, le concept des fonds franco-africains a été co-conçu, a été co-réfléchi avec nos amis de BPI qui souhaitaient en fait
accompagner ces sociétés-là, ces PME, ETI françaises, et à s'affranchir de cette peur-là, à sauter le pas et aller vers l'Afrique. Et donc, nous nous sommes installés, nous sommes sur 8 bureaux sur le continent, Paris est juste le 9e bureau finalement. Nous nous sommes installés en France, justement, pour continuer à faire exactement ce que nous faisons. Pour schématiser, on avait 3 zones, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. On baladait les sociétés entre ces 3 zones-là. Nous sommes venus raccorder une 4e zone qui est la France et on continue de faire exactement la même chose. Donc, in fine, ce n'est pas tant le côté macroéconomique, parce que nous faisons un métier très micro. Hein. Nous investissons en private equity, hein. On fait des deals, on fait 4-5 deals nous par an, et les deals cross-border comme ça, il n'y en a pas une centaine par an, donc on ne peut pas forcément parler de grosses vagues macro, mais c'est plus du micro, alors que le besoin y est. Dès leur lancement, les FFA rompent avec la logique du multiple rapide et revendiquent une approche value creation first, avec une entrée minoritaire aux côtés des dirigeants, un siège au comité stratégique, des plans ESG assez structurés et surtout, et aussi un accès direct au bureau africain du groupe. En quoi cette mécanique d'accompagnement différencie-t-elle concrètement votre proposition de celle d'un fonds de growth equity classique basé en France? Et en somme, qu'est-ce qui rend votre modèle véritablement distinct sur le segment mid-market en France? Effectivement, donc, je reviens à ce que je disais, les PME ETI françaises ont de l'appétit pour l'Afrique. Pour autant, il est très compliqué pour les sociétés françaises ou autres de répliquer dans leur capital les enjeux de développement. Donc, ce n'est pas parce qu'une société a un peu de business au Brésil qu'elle va prendre un actionnaire brésilien. Ce n'est pas parce qu'elle a un peu de business en Chine qu'elle va prendre un actionnaire chinois. Donc, pour jouer ce jeu-là, il était extrêmement important pour nous de nous insérer dans l'écosystème du private equity en France, du capital investissement. C'était primordial. Pour ne pas en fait, ralentir les deals, pour nous insérer parfaitement dans les deals de private equity, parler le même langage, faire les mêmes choses, sauf que nous venons avec une proposition de valeur qui est complètement différente, qui était inexistante. Elle commence à se développer petit à petit maintenant, mais elle était inexistante à l'époque, qui est d'aider sur le continent africain. La composition même de l'équipe en 2016, en fait, la genèse de la société de gestion Afrique Invest Europe en 2016, le démontre parfaitement. Ce que nous avions fait à l'époque, c'est que nous avons marié, entre guillemets, un profil école de commerce française, donc HEC, ça c'est moi, avec une expérience en transaction services chez Price pendant pas mal d'années où j'ai accompagné des PME, ETI françaises, du private equity français dans leurs deals, qu'ils soient européens ou africains. Donc je connais parfaitement ce monde-là et j'ai mon réseau. Mais en ayant passé 7 ans chez Afrique Invest en Afrique, donc connaissance parfaite de l'ADN d'Afrique Invest, du savoir-faire et un peu du continent, hein, tout, modestement, a un profil, et donc ça c'est mon associé, nous co-dirigeons le bureau d'Afrique Invest depuis 2016, Stéphane Collin, qui lui fait du private equity en France, du pur private equity français depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc, il connaissait très bien l'écosystème du private equity, mais en ayant quand même un amour, entre guillemets, pour l'Afrique, parce qu'il a fait une mission humanitaire de 2 ans sur le continent. Donc, c'est ce mariage-là qui était un peu le garant de notre réussite, parce qu'encore une fois, il fallait parler le même langage que l'écosystème, et il fallait s'insérer parfaitement et paraître comme un complément à l'écosystème français, et non pas comme un frein ou autre chose. Nous, ce qu'on aime bien dire en plaisantant, c'est qu'on est africanophile, on n'est pas africanophou. Donc nous n'allons pas tordre le bras au deal, nous n'allons pas pousser les sociétés à aller vers l'Afrique quand il n'y a pas la nécessité. On parle exactement le même langage que le private equity français et on a les mêmes objectifs. Et justement, lorsque vous lancez le bureau d'Afrique Invest Europe en 2016, vous tournez résolument le dos à Londres, au Luxembourg, pour vous installer donc rive gauche, avenue de la Motte-Piquet où nous nous trouvons aujourd'hui. Et vous y trouvez 3 atouts principaux. Donc un vivier de PME technologiques en quête de relais de croissance, la lisibilité réglementaire offerte par l'agrément de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et la présence d'investisseurs institutionnels que vous avez cités, BPI France, Proparco. Donc des investisseurs qui sont désireux de conjuguer rendement financier mais aussi impact. Comment cette localisation parisienne se traduit-elle aujourd'hui et très concrètement dans la rapidité d'exécution des deals et aussi dans la capacité à arrimer durablement ces entreprises françaises au marché africain? La localisation parisienne s'est un peu imposée à nous. Dans notre métier, 2 choses sont primordiales avant tout le reste. Donc on ne peut pas démarrer s'il n'y a pas 2 choses.
L'argent. Nous, en fait, notre métier, c'est de gérer l'argent des autres. Et 2, le pipe, donc les sociétés dans lesquelles nous pouvons investir. Je mets de côté l'équipe, etc., qui est pareil, un préalable, mais c'est essentiellement ces 2 choses-là. Donc, quand on regarde le private equity européen, il nous paraissait très difficile de démarrer cette aventure-là en levant de l'argent privé dans d'autres capitales. Pour ne rien vous cacher, nous avons été sollicités par nos amis néerlandais, par nos amis belges, par nos amis allemands, par nos amis italiens, par nos amis anglais, pour répliquer aujourd'hui la stratégie. Nous n'y allons pas encore, parce qu'effectivement, nous pensons que l'argent institutionnel privé qui peut être routé vers cette stratégie-là n'est pas encore prêt. Alors, à contrario, en France, nous avons réussi, en plus de la puissance publique, et dans la puissance publique, je mets les 2 investisseurs que vous avez cités, donc Proparco et BPI, en plus de ces gens-là, qui ont très bien joué le jeu, même si pour Proparco, ce n'était pas forcément évident à l'époque d'investir en France, parce que leur métier, c'est de développer les pays émergents, et nous reviendrons sur la partie ESG par la suite. Donc, en plus de ces gens-là, nous avons réussi à mobiliser de l'argent auprès de privés, comme Société Générale, comme Orange pour le fonds 1, mais également comme BNP pour le fonds 2. Donc, il y avait une base d'investisseurs privés qui était assez mature pour investir dans cette stratégie-là. De l'autre côté, effectivement, le pipe, donc les sociétés françaises qui ont un lien avec l'Afrique, pareillement, aujourd'hui, le vivier est beaucoup plus important en France, qu'il ne l'est par exemple aux Pays-Bas, qu'il ne l'est à Londres ou qu'il l'est en Belgique. Donc il y a beaucoup plus de petites, moyennes sociétés qui ont des liens avec l'Afrique ou qui souhaitent développer ces liens-là. C'est évident. Après, le dernier point que vous avez introduit également, c'est le marché français est un marché qui est mature, qui est très bien structuré, qui est bien régulé et qui donne assez de confort. Pour ces investisseurs-là, français dont on a parlé, mais également pour des investisseurs africains. Donc ça, c'est le pendant en fait, et c'est un peu aussi la réussite du groupe Africa Invest dans ces stratégies-là, c'est qu'en plus de ces investisseurs français, nous avons réussi à attirer des investisseurs africains, des fonds de pension, des family office, des banques, des assurances, qui pour la première fois, pour certains, investissent dans le private equity. Et le fait que nous soyons dans une place parisienne très bien régulée, très bien structurée, protégée par l'AMF, les a rassurés et leur a permis de sauter le pas et d'investir dans ce fonds-là, alors qu'ils n'avaient jamais fait de private equity. Pour en citer un, le fonds de pension de la Banque centrale kenyane a fait son premier investissement dans le private equity dans notre fonds cross-border, dans notre fonds franco-africain. Ils n'avaient jamais fait de private equity avant 2016 et notre fonds 1 en fait. Donc nous venons d'explorer justement la genèse des FFA, donc des fonds franco-africains, et ce moment justement dont on a parlé, où une faille de financement entre mid-market français et marché africain a rencontré l'expertise terrain d'Africa Invest. Il reste à comprendre comment ces intuitions stratégiques se traduisent au quotidien en décision d'investissement. Autrement dit, comment l'ingénierie bicontinentale s'ancre dans des procédures, des comités et des garde-fous capables de transformer une opportunité décelée à Saint-Étienne en emplois qui vont être créés à Dakar par exemple. Les FFA, les fonds franco-africains, combinent un véhicule régulé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, un comité d'investissement pan-européen basé à Paris et un réseau d'operating partners répartis dans votre près de dizaines de bureaux africains. Est-ce que vous pouvez détailler la composition et les attributions de chacun de ces étages, et donc qui dispose d'un droit de veto, et comment assurez-vous la lecture terrain, souvent une lecture qui est plus fine au niveau du risque, et est-ce qu'elle irrigue réellement la décision finale? Deux réponses à votre question. Il y a le côté formel réglementaire, on va dire, et le côté réel de la vraie vie. Le côté formel réglementaire, il faut savoir qu'en France, une société de gestion doit être souveraine dans ses décisions. C'est-à-dire que le comité d'investissement d'Africa Invest Europe, qui est la filiale du groupe Africa Invest, le comité d'investissement d'Africa Invest Europe doit être souverain dans ses décisions. Donc le comité d'investissement est composé par des salariés ou des mandataires de la société, et en l'occurrence, aujourd'hui, il est composé par moi-même et Stéphane Collin. Donc nous sommes deux à être dans le comité d'investissement, et comme dans toute gouvernance paire, en fait, il faut absolument qu'on se mette d'accord et qu'on se convainc l'un l'autre qu'on veut faire le deal ou pourquoi ne pas faire le deal. Donc il n'y a pas d'externe, que ce soit du groupe ou indépendant,
dans le comité d'investissement d'Afrique Invest Europe. Ensuite, nous avons un conseil de surveillance qui, lui, a un rôle consultatif. Donc ça, c'est voilà, donc que nous consultons pour avoir l'avis, etc. Ça, c'est le côté formel, réglementaire. La vraie vie ne se passe pas comme ça. Parce que si nous existons aujourd'hui en France, c'est que le groupe Afrique Invest a déjà développé son activité depuis 30 ans. Et nous connaissons très bien les marchés, on a un track record de plus de 200 sociétés, on connaît très bien les marchés sur lesquels nous opérons un peu partout sur le continent. Donc il n'est pas question pour nous de réaliser un deal ou d'avancer sur une opération sans avoir l'avis, sans avoir récolté l'intelligence de nos collègues. Donc en réalité, comment ça se passe? C'est quand on a un deal sur la table, nous consultons l'ensemble de nos collègues, nos associés, sur les régions concernées, donc, voilà, pour savoir si le business model, si le développement, si l'idée peut marcher ou pas. Donc ce n'est pas tant la gouvernance, mais c'est vraiment une remontée d'intelligence collective pour qualifier les deals et les transactions sur lesquelles nous travaillons. Donc pour moi, c'est plus intéressant que la gouvernance elle-même, qui, encore une fois, est assez cadrée, assez régulée par l'AMF en France. Justement, dans ce jeu de va-et-vient entre la France et l'Afrique, dans la pratique, comment ça se déroule exactement? À quel stade un dossier originaire de la Bourgogne, par exemple, bascule-t-il vers l'expertise sectorielle africaine? Et inversement, comment une piste identifiée, par exemple, à Casablanca remonte-t-elle jusqu'au pipe français? Et est-ce que vous pouvez, par exemple, illustrer ça par un cas que vous avez eu récemment, si possible? Pour ça, je fais juste un tout petit retour en arrière sur notre façon de faire les deals. Quand nous nous sommes installés en 2016, nous avions deux choix en fait. Soit essayer de lister les sociétés, les PME, ETI françaises qui, de par leur taille, rentraient dans notre mandat et aller prendre notre bâton de pèlerin et aller toquer à leur porte pour leur dire ouvrez-nous votre capital, laissez-nous en fait de la place dans votre société et nous allons vous aider à développer le continent. Ça nous a paru extrêmement dur parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a vraiment beaucoup d'argent en France. Il y a un peu moins que 200 sociétés de gestion qui peuvent faire les mêmes tickets que nous. Il y a beaucoup de dettes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on a commencé, la dette était à zéro. Donc, il aurait été très compliqué de convaincre des familles, des managers, des fondateurs, des actionnaires d'ouvrir leur capital juste parce que nous sommes africains et qu'on peut les aider sur le continent. Le second choix, et c'était notre préférence à l'époque, et on pense qu'on ne s'est pas trompé, c'est plutôt que de faire ça, c'est de s'inscrire dans l'écosystème du private equity en France, donc de faire du tam-tam, hein, de devenir obèse à force de faire des déjeuners, des petits déjeuners, de rencontrer tout l'écosystème français de fonds de private equity, de boutiques M&A, de conseils en transactions, d'avocats, de conseils au management, etc. Vraiment tout cet écosystème-là, de rentrer dans le radar. Et dès qu'il y a une opération de private equity structurée qui est sur le marché, ben en fait, nous sommes destinataires des mémos, et encore plus quand ces mémos-là contiennent une petite odeur africaine, un petit contenu africain. Donc, nous, on joue le jeu du private equity français, du capital investissement français, et on reçoit tous ces mémos-là. C'est comme ça que nous recevons notre pipe, et même des fois en amont même des opérations. Dans ce cadre-là, comment s'articule notre liaison avec nos bureaux africains? J'ai deux exemples en tête qui sont assez parlants. Nous avons investi en 2017, donc c'était notre deuxième deal à l'époque, dans une société qui fait des géosynthétiques, qui est basée à Chartres, très beau business, dont les deux fondateurs à l'époque avaient développé très bien leur business de Chartres. Ils étaient développés au Canada, ils avaient eu la bonne idée d'ouvrir une usine avec des partenaires en Algérie. C'était une telle bonne idée que leur JV algérienne représentait la moitié de l'EBITDA du groupe. C'est un développement fulgurant et ils avaient eu raison de le faire. Il se trouve que l'Algérie n'étant pas férié, étant un jour travaillé le dimanche étant un jour travaillé en Algérie, notre associé algérien a visité l'usine algérienne le dimanche, avant même que nous rencontrions les fondateurs le lendemain, le lundi. Tout ça organisé par la banque d'affaires, évidemment. Donc nous, en rencontrant le management et en essayant de nous faire une idée sur la transaction, nous avions déjà le feedback de notre associé qui était basé à Alger. L'usine est dans la région algérienne, dans la région d'Alger, et il a pu nous faire en fait un feedback assez détaillé, les plus, les moins, etc. Et donc ça montre
assez clairement la puissance de feu entre guillemets du groupe Africa Invest et à quel point on se différencie des autres. Pour la petite histoire, comment ça s'est fini sur cette société-là, la partie algérienne a continué à se développer, mais la partie française et internationale s'est tellement développée que l'Algérie, qui représentait à peu près 50% de l'EBITDA, n'en représentait que 20%, mais pas parce qu'elle a baissé, mais plus parce que le reste s'est développé. Donc on contribue au développement et en Afrique et sur le reste du monde. Une autre anecdote, en fait c'est plus une anecdote qu'autre chose, nous avons fait le deal Matvent, donc qui est dans l'usinage de Précision, une belle société que nous avons visité un lundi pluvieux, neigeux de février dans la région industrielle de Saint-Étienne. Donc nous avons été approchés par le conseil du management qui faisait tourner son tour de table et donc nous l'avons approché. Ça s'est très bien passé à cette époque-là. Il se trouve que la société avait une quarantaine de personnes à Saint-Étienne, mais avait surtout 300 personnes dans une usine à Sousse, dans le Sahel, à Tunis. Et bien nous avons pris rendez-vous rapidement la semaine d'après, parce qu'il se trouvait que le patron se déplaçait en Tunisie la semaine d'après pour voir son usine, et que nous c'est un saut d'avion, et que nous avons nos associés sur place, et nous avons visité l'usine à Sousse la semaine d'après. Nous avons apprécié le patron, le manager et la société, sa stratégie, etc. Et c'était réciproque à tel point que le patron nous a imposé, entre guillemets, à tous les majors, parce que nous faisons du minot, donc à tous les majors du deal, il y a eu 4 lettres d'offre sur la société. Nous sommes cités sur les 4 lettres d'offre. Donc chacun des fonds majors de l'époque souhaitait avoir Africa Invest avec lui, parce qu'il voyait une valeur ajoutée qui venait non seulement de l'équipe parisienne, mais également de l'équipe tunisienne, et ils ont eu raison. Par exemple, nous avons été beaucoup aidés lors de la période du Covid à réouvrir les usines, à les aider à continuer à opérer malgré toutes les restrictions du Covid à l'époque. Donc on imagine que ce sont des opérations extrêmement complexes à mettre en œuvre, donc je me permets de vous poser plusieurs questions d'un point de vue opérationnel. Premièrement, on aimerait savoir combien d'étapes séparent la première réunion avec un dirigeant et la signature définitive. La revue ESG et l'analyse financière sont-elles croisées? De plus, est-ce que la validation terrain est systématique pour chacun de ces deals? Et donc sur vos 18 deals, quel est le délai médian entre la term sheet et le closing? Et enfin, quels sont vos leviers d'accélération et vos points de vigilance sur ces différentes opérations? Alors, plusieurs questions dans ce que vous dites. D'abord, en fait, effectivement, je rappelle qu'on joue le jeu du private equity français, donc nous sommes obligés de nous insérer dans les agendas des deals. Nous ne faisons pas des deals bizarres, exotiques, etc. C'est vraiment du private equity totalement classique. Et la réponse à votre question dépend d'à quel moment nous entrons dans le deal. Pourquoi? Parce que nous pouvons être très en amont. Il nous est arrivé de parler à des managers, à des DAF, à des fondateurs, à des actionnaires lors de conférences, lors de cocktails sur l'Afrique, lors d'événements sur le continent, et de faire mûrir l'idée avec eux et d'être partie prenante dès le début. Donc là, à ce moment-là, il y a tout le temps de construction du deal, où dans notre métier on appelle ça des deals propriétaires, où ça se construit petit à petit, engagement du banque d'affaires, BP, etc. et le temps que le deal se fasse. Évidemment, ça prend plus de temps. Après, encore une fois, nous essayons de rentrer dans les radars de nos camarades des fonds, qui coopèrent sur les mêmes tailles de société que nous, et il arrive que ces gens-là nous appellent dès qu'ils reçoivent un mémo sur un deal avec une petite coloration africaine. Donc on peut être dès le début du deal avec eux, et ils nous mettent en team, ça les intéresse, parce que eux, il faut comprendre que ces deals-là sont très bataillés, sont très concurrentiels. Quand ils arrivent avec un ami, un partenaire qui apporte quelque chose de différenciant, ça les aide à se différencier des autres offres. Donc on peut être très en amont, et là on a le cycle entier d'un deal parisien, c'est de l'ordre de 6 mois, et on peut aussi arriver un peu plus tard, quand ce fonds-là a déjà remporté la première phase et qu'il est en seconde phase, et que voilà, maintenant il s'agit vraiment de peaufiner le tour de table et d'avancer. Mais en tout état de cause, dans chacune
de ces possibilités-là. Évidemment, nous sommes très hands-on, nous regardons de très près, nous faisons tout l'exercice avec tous nos partenaires en Afrique pour valider la thèse africaine. Et l'ESG, évidemment, est clé. Nous ne sommes pas un fonds impact, nous sommes d'abord un fonds commercial, donc nous ciblons la rentabilité. Par contre, et ça c'est pas nouveau pour nous, c'est dans l'ADN d'Afrique Invest depuis 3 décennies maintenant, nous pensons qu'on ne peut pas avoir de la rentabilité en négligeant les aspects ESG. C'est vraiment dans notre ADN du groupe. Le groupe Afrique Invest ayant une part assez significative de ces investisseurs venant du monde des institutions de développement, donc c'est évidemment notre page 2 ou page 3 de nos reporting à nos investisseurs de parler de l'ESG et de l'impact au sens large. Nous avons une équipe assez bien structurée qui fait 6-7 personnes à Tunis qui gèrent ces aspects-là. Néanmoins, en ayant démarré nos activités en France, nous avons pris le parti de nous faire accompagner par un cabinet spécialisé, c'était le cabinet Price pour ne pas les citer, pour avoir une procédure ESG spécifique à Afrique Invest Europe au sein du groupe, parce qu'effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes en France qu'en Afrique, et les procédures ne sont pas les mêmes en France qu'en Afrique. Et donc nous déroulons à chaque fois cette procédure ESG qui démarre très tôt, parce que nos engagements et nos réalisations en ESG diffèrent énormément selon une note que nous donnons aux sociétés, qui dépendent de leur secteur d'activité, qui dépendent du nombre d'employés, etc. Pour prendre un exemple très parlant, une société qui fait de l'extraction en Afrique, et qui emploie 1000 personnes, on ne va pas être aussi regardant qu'une société de service qui emploie une quarantaine de personnes à Levallois. C'est évident. Donc il y a une note qui est attribuée à chaque société très tôt, en amont du process, et qui va conditionner la suite de ce que nous allons faire comme travaux ESG par la suite. La question ESG a été répondue clairement, juste penser, il y avait cette question sur le fait que vous puissiez l'implémenter dans votre prise de décision, mais je pense que vous l'avez très bien annoncé. Il faut passer à l'éthique, capital patient et responsable. Je veux dire peut-être en appui de prise de parole. Donc on a pu entendre vos prises de parole et on comprend bien que vous prenez un capital à la fois patient mais aussi responsable. Donc comment se matérialise concrètement cette promesse lorsque surgissent des tensions entre la recherche, justement on était en train d'en parler, de rendement et d'impact social? Est-ce que vous avez déjà renoncé à un deal pour des raisons par exemple strictement éthiques, de gouvernance douteuse, de pratiques sociales litigieuses ou de conflits d'intérêts potentiels? Et quel principe aujourd'hui semble pour vous non négociable quand il s'agit d'un deal et quand vous devez faire un arbitrage? Alors, pour répondre à cette question, je réponds au nom de toute la profession. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des métiers à temps très très long. Le capital investissement, c'est des métiers à temps très long. Quand on lève un fonds, c'est pour 10-12 ans. Et en général, on ne le fait jamais pour un seul fonds. Donc on le fait pour le premier fonds, deuxième fonds, troisième fonds. Donc si on dit ça, on comprend tout de suite qu'on n'a pas droit à l'erreur sur ces sujets-là. Il n'y a pas de droit à l'erreur. On n'est pas là pour faire des coups, pour faire des opérations. On gagne très bien notre vie une fois et on n'est plus là le jour d'après. Donc ça, comment ça se traduit? En général, c'est assez bien cadré par plusieurs choses. D'abord par des listes d'exclusion. C'est comme ça que fonctionnent la plupart de nos collègues sur ce segment-là. C'est des listes d'exclusion qui disent sur ce fonds-là, je ne peux pas investir dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et là, je ne vais pas vous surprendre. On parle de tabac, de pornographie, de jeux de hasard, d'armement, etc. Ça, c'est assez bien cadré. Dès qu'il y a une société qui rentre dans cette liste-là, on ne regarde même pas. Ensuite, assez tôt dans les process, nous faisons tout ce qui est trait au KYC. C'est un terme qui est très utilisé, qui est très embêtant pour nous à réaliser, mais qui est vital. Enfin, je plaisante en disant qu'il est embêtant parce que c'est des garde-fous, mais c'est vital pour nous d'avoir des KYC et sur les sociétés et sur le management et sur les bénéficiaires ultimes de chacune des sociétés, donc qui possèdent ces sociétés-là, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire du business avec quelqu'un qui a été sous sanction internationale, qui est sur une liste particulière ou qui a une mauvaise presse. Donc ça, c'est du travail qui est fait largement en amont. Donc en amont des deals, on s'assure que les sociétés et les personnes avec qui nous faisons du business
sont vraiment des personnes recommandables. Ça, c'est voilà, c'est crucial, on ne joue pas avec ça. Ensuite, dans chacun de nos deals, dans chacune de nos transactions, dans notre pacte, il y a un pacte qui nous lie à nos co-investisseurs, incluant les managers et les personnes physiques qui possèdent les sociétés. Nous avons un certain nombre d'articles en fait, qui gèrent ces aspects-là et qui nous donnent en fait, un droit de retrait en cas de réalisation de quelque chose qui peut être problématique. Par exemple, l'acquisition d'une société qui fait quelque chose dans le secteur prohibé, ouverture d'une filiale dans un pays à haut risque. Quand je dis à haut risque, c'est-à-dire c'est des pays à haut risque qui sont dans la liste GAFI, en fait, qui sont dans la liste des pays non coopératifs fiscalement, etc., où il peut y avoir des suspicions de malversation, de choses comme ça, quand il y a de la corruption. Heureusement, on n'est pas du tout confronté à ça, mais ce n'est pas exclu. Donc, un gros travail en amont, que ce soit sur des recherches publiques ou des listes dédiées sur la qualité de nos partenaires, et des garde-fous pendants qui empêchent, en fait, on n'est pas à l'abri d'une folie d'un manager, de faire des choses, et s'il les fait quand même, ben, en fait, on a un droit de retrait, on ne reste pas en partenariat avec ces gens-là. Donc nous venons de voir avec vous, à la lumière de vos explications très concrètes, comment un dossier franchit la rampe des comités des due diligence croisés et des arbitrages éthiques. Il nous reste à comprendre ce qu'il advient justement après la signature. Car pour les FFA, le jour 1 du closing, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est le point de départ d'un travail d'orfèvre qui peut durer, comme vous l'avez dit, plusieurs années, jusqu'à 10-11 ans. Et comme vous venez de le dire, ce métier se construit sur le temps long. Donc passons donc à l'acte 3 qui étudiera comment les FFA transforment leurs promesses de Value Creation First en accompagnement stratégique et opérationnel post-closing. Donc avant même d'ouvrir votre tableur de valorisation, quels indices concrets vous disent qu'une entreprise française a le bon ADN pour s'implanter en Afrique? Est-ce que vous regardez par exemple la composition du conseil, l'appétence des dirigeants pour la mobilité ou encore la part déjà réalisée à l'export hors UE? Bref, en somme, à quoi ressemble le checklist Africa Ready de votre équipe? Alors, je vais vous prendre à contre-pied dans ma réponse parce que, effectivement, nous gérons les fonds franco-africains et la partie franco arrive avant africain. Donc nous, quand nous réalisons nos investissements, le socle doit d'abord être français ou européen et il doit être très fort. Pour qu'une société réussisse en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, elle doit déjà être assez forte sur son marché local. On ne peut pas prendre une société un peu bancale sur son marché local qui n'a pas de différenciation, qui n'est pas très forte, et se dire, ben, en fait, comme on n'est pas très fort ici et que c'est très concurrentiel, nous allons nous développer en Afrique ou ailleurs. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce qui nous prend du temps et ce qui nous intéresse d'abord, c'est de valider la force du socle existant, qui est d'abord français ou européen, ou mondial d'ailleurs. Donc nous ne faisons pas de retournement, nous ne faisons pas d'early stage, nous ne faisons pas de VC. Donc nous ciblons des sociétés matures, rentables, qui ont un potentiel de développement fort, d'abord sur le marché local, qui est la France, l'Europe ou plus largement mondialement. Ensuite, sur la partie africaine, effectivement, nous revenons à ce que nous avions dit tout à l'heure, c'était que nous nous reposons beaucoup sur l'expérience et le retour d'expérience de nos collègues. Nous l'avons dit, vous l'avez très bien dit en tout début, nous avons 8 bureaux sur le continent qui sont gérés par des personnes locales. Donc, c'est des Nigérians au Nigeria, c'est des Kenyans au Kenya, c'est des Marocains au Maroc, qui sont là depuis plus de 30 ans en Tunisie, depuis plus de 25 ans au Maghreb et depuis plus de 20 ans sur l'Afrique subsaharienne. C'est les mêmes associés qui gèrent ces bureaux-là depuis l'ouverture de chacun des bureaux. Donc, ils ont du track record, comme on dit, ils ont de l'expérience sur ces différents domaines et nous validons ces tests de développement avec eux. Nous essayons assez tôt d'identifier les partenaires pertinents, adéquats, quel développement peut être fait, quel développement ne peut pas être fait. Je vais prendre un exemple très anecdotique, une chaîne de restauration rapide qui souhaitait se développer sur le continent africain. Et la thèse de développement, c'était un peu de répliquer ce qui se faisait en Europe, c'est-à-dire d'ouvrir des points de vente dans les gares. Très bien, très successful, une belle réussite en France et en Europe. Et le plan de développement africain était de répliquer ce qu'on fait déjà dans ces pays-là.
petit mail à nos camarades, voici le plan de développement, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, nous avons eu un retour assez négatif de chacun des bureaux, parce que ce n'est pas la façon de consommer sur le continent. C'est pas du tout ça. Et donc, ça nous a empêché de faire un deal qui, même s'il est très fort sur son socle français à l'époque, présentait un plan de développement africain un peu bancal de notre point de vue. Donc, je pense que l'histoire nous a donné raison, parce qu'ils n'ont pas fait exactement ça. Ils ont trouvé une autre stratégie pour se développer, notamment dans les péages d'autoroute plutôt que dans les gares sur le continent. Ils ont continué à se développer très bien sur le marché français. Et donc, in fine, c'est vraiment le retour d'expérience de nos collègues sur le continent que nous valorisons beaucoup pour ces prises de décision-là. Très bien, donc on comprend qu'il y a un aspect culturel aussi à prendre en compte en plus de l'aspect opérationnel. Et donc pour continuer sur cet aspect-là opérationnel, une fois que vous avez acté l'entrée au capital, quels sont les premiers jalons que vous allez poser? Est-ce que ça va être l'audit de supply chain, la revue RH, une cartographie réglementaire? Et à ce moment-là, comment est-ce que vous organisez aussi le binôme entre le deal captain qui est à Paris et le desk qui est directement en Afrique? Donc ça peut être le desk pertinent pour Abidjan, enfin à Abidjan pour l'UMOA, à Nairobi pour l'EAC, etc. Est-ce que vous pouvez détailler justement cette boîte à outils des postes clés à recruter justement en lien avec les introductions de bancaires locales, et qu'est-ce qui structure vos 3 premières années d'accompagnement à ce niveau-là? Donc effectivement, je reviens un tout petit peu à votre question précédente. Donc effectivement, hormis la partie africaine que nous validons avec nos collègues, tout le métier classique du private equity en France, nous le faisons exactement comme nos collègues. Donc nous faisons toujours les due deals, qu'elles soient financières, RH, stratégiques, fiscales, sociales, juridiques, etc. Et c'est en général toutes ces due deals-là qui pointent un peu les faiblesses ou les manquements ou les améliorations des sociétés. Et sur cet aspect-là, nous faisons exactement le même métier que tous nos camarades. Donc notre plan d'action dépend des due deals. Il est déroulé, il est mis en musique les quelques jours suivant l'investissement. Ensuite, nous avons un ADN de minoritaire. Donc, nous pouvons être minoritaires seuls auprès des managers, ça nous est déjà arrivé, ou nous pouvons être minoritaires dans des tours de table majoritaires. En tout état de cause, à chaque fois, nous sommes dans la gouvernance de la société. Donc, nous sommes dans le board, et le travail se fait à plusieurs niveaux. D'abord, au board, c'est beaucoup plus institutionnel que le reste, mais c'est un forum où il y a discussion entre les différentes parties prenantes, et nous sommes en direct avec les différents managers des sociétés, qui soient le DG en centrale en France, qui soit le patron de la filiale tunisienne, le patron d'une usine au Maroc, etc. Après, en termes de plan d'action ou de réalisation proprement dit, ça dépend énormément du secteur et des trouvailles, entre guillemets, des findings que nous allons avoir lors des due deals. Nous avons investi dans un chantier naval, dans une boîte de généalogie, dans la transformation plastique métalloplastique, dans la production pharma, dans la distribution pharma, dans un bureau d'études dans les sols, dans un bureau d'études dans l'eau, dans une boîte dans la data science. En fait, les secteurs diffèrent énormément et les enjeux diffèrent énormément. Et là, je reviens un peu au contenu africain. Parce que le contenu africain de chacune de ces sociétés-là est très différent et va conditionner un peu l'apport que nous pouvons faire. Pour schématiser, je pense que nous avons à peu près un tiers de nos sociétés qui sont dans l'industrie. Et en général, ces sociétés-là ont une base industrielle principalement au Maghreb. Donc beaucoup Tunisie, beaucoup Maroc, un peu Algérie. Pas du tout, aujourd'hui, on n'observe pas de production de sociétés françaises en Afrique subsaharienne. Ensuite, nous avons un tiers de nos sociétés qui sont dans le service. Et là, effectivement, on peut avoir, par exemple, on a un cabinet de conseil dans la Big Data qui a des positions en Tunisie et au Maroc, qui se différencie vraiment de ses concurrents par ces positions-là, mais qui peut être aussi en Afrique subsaharienne, parce que notre chantier naval a une base de maintenance au Nigeria. Et après, le troisième tiers, c'est du négoce ou du commerce. Effectivement, là, c'est tout le continent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
l'apport ou l'attention que nous allons avoir n'est pas la même pour une société qui emploie 400 personnes en Tunisie et 500 personnes au Maroc que pour une personne qui a 10 généalogistes basés en Tunisie ou qui a 40 personnes qui font de la maintenance de bateaux au Nigeria. Donc ce n'est pas la même attention, les enjeux ne sont pas les mêmes, les sujets ne sont pas les mêmes en fait finalement. C'est vraiment du cas par cas. Très bien, donc on comprend que vous opérez de manière assez large, très diversifiée sur des secteurs à la fois différents et des tailles aussi différentes. Donc aujourd'hui, si on regarde la situation de manière rétrospective, sur vos 18 participations, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a particulièrement marqué? Est-ce que vous pouvez nous raconter justement les coulisses des exemples de synergie réussis dans vos précédentes participations et notamment les potentiels obstacles culturels qu'on a pu évoquer et que vous avez dû surmonter durant ces différentes opérations? Je vais vous parler d'une société, enfin d'une situation, pas de réussite malheureusement, mais qui est assez révélatrice de ce que nous pouvons faire. Nous avons investi dans une société qui fait des dispositifs médicaux, qui est basée dans le sud de la France, qui est très forte, une marque très forte dans son marché français et au niveau mondial, et qui opère en Afrique essentiellement par appel d'offres. Donc qui a une partie non négligeable de 10 à 20% selon les années en Afrique par appel d'offres. Et qui voyait un volant de commandes assez régulier, arriver notamment de l'Afrique de l'Ouest, qu'elles ne pouvaient pas servir parce qu'ils n'étaient pas assez outillés, assez organisés pour faire ça, des petites commandes versus des appels d'offres qui sont assez volumineux. Et donc nous avons réfléchi au sujet avec le management, et avec notre partenaire local à Abidjan, et nous sommes arrivés à une solution qui nous paraissait très belle sur le papier, et que nous avons mis en musique d'ailleurs, que nous avons mis en place, qui était de créer une filiale à Abidjan, une filiale plutôt commerciale, qui s'occupe que du commercial et du marketing, que nous avons mis en relation avec une société du portefeuille d'Afrique-Invest, qui elle fait de la logistique, donc une société de logistique pure, et qui, en fait, déleste le management de la société et prend en charge toute la partie logistique de ces commandes-là. Donc sur le papier, c'était parfait. Société commerciale, équipe commerciale, gérée par nous, en fait, par la société française. Logistique sous-traitée à notre partenaire que nous connaissons très bien, parce que c'est une société de notre portefeuille ivoirienne. Et voilà, maintenant, il ne restait plus qu'à attendre des commandes. La réalité, c'est que, in fine, les commandes étaient effectivement très nombreuses, mais très petites en taille. Donc, mises bout à bout, in fine, on avait misé sur une augmentation du volume, mais ce n'était pas le cas. Donc, c'était une tentative qui est un peu ratée, mais qui a permis au moins de tester ce marché-là. Cette idée-là, et cette mise en pratique-là, de par notre présence en fait sur le pays, n'aurait pas pu être faite sans quelqu'un vraiment de local. Et je le dis en toute simplicité, en toute humilité, c'est pas nous depuis Paris qui avons mis ça en musique, c'est notre associé local qui lui est basé à Abidjan. Peut-être un détail en fait qui peut être important. Une question normale et naturelle de vos auditeurs serait de se demander pourquoi, in fine, mon collègue d'Abidjan, que j'aime beaucoup, qui est très sympa, m'aiderait à développer, moi, ma société française. In fine, quel intérêt il y a? Alors, il se trouve que dans notre métier, il y a une très belle carotte qui s'appelle le carry d'interest, en fait, donc, voilà, qui est le partage de plus-value in fine des fonds, et que pour que ça réussisse, pour que le modèle Afrique-Invest réussisse, depuis très tôt, en fait, le carry d'intérêt des différents fonds est réparti entre les différents bureaux. Donc, mes amis d'Abidjan, de Nairobi, de Lagos, etc., ils m'aident et aident notre société de portefeuille parce qu'ils m'aiment bien, qu'ils sont sympas, mais surtout parce qu'ils ont un intérêt financier eux-mêmes dans la réussite de ces sociétés-là. C'est comme ça que le modèle, finalement, marche et continue de marcher. Est-ce que vous avez des indicateurs qui conditionnent justement votre carry d'interest dont on était en train de parler ou votre bonus à la sortie? Et dans ces écosystèmes locaux, est-ce que vous attendez un retour précis des autorités, des chambres de commerce, voire des communautés bénéficiaires au sujet des impacts concrets qui auraient pu être mis en place à la suite de ces deals? Alors, pas du tout.
En réalité, effectivement, tous ces indicateurs-là de ESG sont suivis, sont monitorés, comme on dit. On a des questionnaires ESG que nous partageons avec nos sociétés. France Invest, donc, qui est un peu l'association des investisseurs en capital en France, commence à faire un travail qui était nécessaire d'harmonisation des questionnaires, parce qu'à un moment, on arrivait à avoir autant de questionnaires que d'investisseurs dans nos fonds. Donc effectivement, nous suivons les aspects ESG. La difficulté, pour nous, elle est double. D'abord, de par la nature en fait, des business. Encore une fois, nous pouvons faire des sociétés qui ont des filiales industrielles en Afrique, des filiales industrielles en France, des sociétés qui font que du service, des sociétés qui font que du négoce. Et donc, agréger des données n'ont pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens d'agréger toutes ces données-là. Donc, nous les suivons parce qu'il est important de les suivre, mais à mon humble avis, ça ne fait pas beaucoup de sens d'agréger toutes ces données-là, vu la différence d'emplacement, de présence géographique et des business. Et donc, non, notre rémunération et nous ne sommes pas scrutés du fait de ces valeurs-là. Par contre, ceci étant dit, c'est un point qui est extrêmement important, qui est regardé par certains de nos investisseurs existants ou à venir. Proparco, par exemple, mise beaucoup sur la création en fait, de valeurs ESG et nous faisons des entretiens réguliers avec eux pour cet aspect-là. La réalité des choses est que, encore aujourd'hui, malheureusement, quand on fait bien les choses en Afrique, même sans être impact, même sans avoir un objectif de ESG, rien que de bien faire les choses, pas d'informel, tous les contrats sont déclarés, payer ses taxes, etc. Rien que de bien faire les choses crée beaucoup de valeur, beaucoup d'impact en Afrique. Donc nous, évidemment, nous ne pouvons que bien faire les choses. Donc toutes nos participations font extrêmement bien les choses et bien au-delà. Et ceci étant dit, donc ça c'est le côté un peu formel, si on dépasse ça, le fait d'aider et de pousser certaines de nos sociétés françaises à se développer sur le continent aide à structurer certains secteurs, certains écosystèmes et à pérenniser certains écosystèmes. Je vais prendre 2-3 exemples. Nous sommes investisseurs dans Marieton, donc, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros voyagiste indépendant en France. C'est la marque Avas Voyage, par exemple, parmi ces marques-là. Et bien, pendant le Covid, Marieton a été les rares, si ce n'est le seul, à continuer à faire des voyages vers la Tunisie, à offrir des packages vers la Tunisie. Donc, non, il n'y a pas eu de nombre d'emplois créés, etc. Par contre, on a la faiblesse de penser que ça a permis de pérenniser, de sauver l'écosystème touristique pendant une période qui était extrêmement difficile. Piex, un autre exemple. Piex est un distributeur des médicaments dont le métier est d'aider les laboratoires pharmaceutiques, ce qu'on appelle Tier 2, donc de moindre taille, à vendre sur le continent. Donc on ne parle pas des gros laboratoires, mais des laboratoires à taille intermédiaire, à taille moyenne. Et bien Piex, grâce à ce travail qu'il fait, permet à ces laboratoires-là de proposer les médicaments sur le continent dans des régions où jusqu'à aujourd'hui, la part des contrefaçons ou des mauvais médicaments est très importante. Donc nous facilitons finalement l'accès à ces médicaments-là. Pareil, j'en ai parlé sur la partie géosynthétique avec une usine en Algérie. La société a eu des difficultés à un moment de remonter ses dividendes du fait de restrictions de l'État algérien. Et nos partenaires, en fait, avec qui nous étions en France, pensaient à un moment d'arrêter leur business en Algérie. Nous les avons aidés avec notre bureau local à trouver une solution, à structurer les choses de la bonne façon pour leur filiale algérienne et de pouvoir remonter les dividendes. In fine, la partie algérienne est sauvée entre guillemets et continue d'opérer. Donc il n'y a pas eu d'emplois créés. Par contre, il y a un maintien des emplois, une pérennisation d'une activité à forte valeur ajoutée. Parce que, pour prendre un exemple, toute l'autoroute Est-Ouest algérienne utilise ces produits-là, ces géosynthétiques-là. Un camion de géosynthétique remplace 300 camions de gravats en fait.
quand on fait une autoroute, ça permet le drainage de l'eau, l'étanchéité, la rétention de sol. Donc c'est des produits à très forte valeur ajoutée et qui sont extrêmement pertinents pour le continent. Et bien l'usine, elle est encore à Alger. Et donc grâce à cette intervention-là, voilà, sans qui peut-être que l'usine n'y sera plus, ils auraient décidé de jeter l'éponge. Donc oui, les indicateurs sont suivis, mais voilà, il faut faire beaucoup attention à comment les interpréter. Parce qu'un chiffre entre un point et un point ne reflète pas la baisse entre-temps ou qu'est-ce que ça aurait pu être sans une intervention de la part des investisseurs, par exemple. Donc nous avons suivi justement le capital depuis son décollage à Paris jusqu'à son atterrissage en Afrique, un atterrissage opérationnel, donc on en a beaucoup parlé. Il reste à comprendre maintenant comment ce même capital se reconfigure face aux secousses nouvelles, ces secousses technologiques, réglementaires, mais aussi géopolitiques qui s'annoncent. On va parler de l'IA générative, de la montée en puissance des fonds souverains africains aussi. Donc avec tous ces éléments-là, l'équation elle change vite. Donc premièrement, est-ce que vous avez pu justement implanter ces outils d'intelligence artificielle dans vos processus d'analyse? Si c'est le cas, est-ce que vous avez pu chiffrer des gains de temps assez précis? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas l'avoir fait? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler à l'avenir? Alors, même si les systèmes d'information, les logiciels se développent énormément, et il y a un taux de pénétration qui est en train d'augmenter dans l'écosystème du private equity, notamment tout ce qui est CRM, notamment tout ce qui est reporting, que ce soit pour les données financières ou les données EEG, etc. En réalité, l'IA dans notre métier est aujourd'hui inexistante. Inexistante de ce que j'observe au niveau des sociétés de gestion, au niveau des fonds. Par contre, nous faisons un vrai travail de pousser, d'accompagner nos sociétés de portefeuille dans leurs différents domaines à utiliser l'IA. Nous avons même investi dans une société qui est spécialisée, qui est un pure player de la big data et qui propose en fait, à l'instar de beaucoup d'autres cabinets de conseil en France, il en existe quelques-uns, de faire des études sur les cas d'usage des différents secteurs, d'aller voir une société, de lui dire en fait, de regarder ses process, de regarder ses façons de faire et de l'aider à intégrer l'IA dans ses process. Et d'ailleurs, BPI France a eu l'intelligence, comme toujours ils sont précurseurs sur ce genre de sujet, de financer, en fait, de subventionner une partie de cette analyse-là. Donc, qui coûte honnêtement presque rien, qui permet d'aller voir une société et d'étudier en profondeur ses procédures et ses façons de faire et d'intégrer, de voir où est-ce qu'on peut intégrer de l'IA. Donc, la réponse est un peu mitch-mitch, on va dire. Nous ne l'utilisons pas en tant que société de gestion et honnêtement, j'ai du mal à voir comment on pourrait l'utiliser sur le court terme. C'est le métier, beaucoup d'intuition personnelle, beaucoup de réflexion. En fait. J'ai un peu de mal à voir comment on peut l'utiliser, sachant qu'on est encore une fois sur un métier micro. Donc on fait, nous faisons entre 2 et 3 deals par an. Nous ne sommes pas sur un volume de transactions qui justifie en fait d'intégrer de l'IA. Par contre, au niveau de nos participations, oui, ça devient crucial sur différents secteurs. Pour en citer quelques-uns, les bureaux d'études peuvent faire appel à de l'IA, notamment par un exemple tout bête pour l'analyse des appels d'offres. Les bureaux d'études qui opèrent avec la puissance publique, il y a beaucoup d'appels d'offres de petites communes, de petites villes, de petits villages, en fait, sur des aspects, soit sur l'étude de sol, soit sur l'étude de l'eau. Et l'intelligence artificielle leur permet de gagner du temps sur ça. La généalogie, on fait de la recherche d'héritiers, la partie IA, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très chronophages, de recherche de bases de données, etc. Ça peut faire gagner du temps. Donc, effectivement, sur la partie industrie, gagner du temps en fait, en analysant les écarts par rapport à des coûts standards, par rapport à des poids standards, etc. Mais dans notre métier proprement dit, nous n'y sommes pas encore. Donc les bouleversements contemporains qu'on peut voir aujourd'hui transforment aussi le marché du travail et les corps de compétences qui nous semblent indispensables pour une myriade de secteurs. J'imagine que c'est aussi le cas dans le secteur du private equity. Et les FFA semblent aussi chercher aujourd'hui des profils à la fois d'analystes financiers qu'on dit plutôt classiques, mais j'imagine encore une fois qu'ils cherchent aussi des ingénieurs data, des spécialistes ESG, voire des experts sectoriels de la santé et de la tech. Donc j'aimerais avoir votre avis d'expert là-dessus. Et selon vous, quelle combinaison de compétences devient justement indispensable pour piloter un portefeuille dans votre secteur, mais dans un secteur qui est
par définition cross-border bicontinental? Alors c'est drôle comme question parce que quand on voit un peu le switch qu'ont fait certaines écoles de commerce et le profil de certaines personnes en école de commerce, c'est un peu dans la continuité de ce que vous dites ou le contraire. Dans ma promo et dans les gens mes collègues dans les autres fonds, nous avons par exemple des pharmaciens qui ont fait des écoles de commerce qui sont private equity. Nous avons des gens qui ont fait du Sciences Po et qui ont fait de la finance derrière et qui sont private equity. Nous avons des gens qui ont fait du droit, etc. Donc les compétences sont très diverses. Pour revenir encore plus en arrière, c'est juste une toute petite anecdote. Le groupe Africa Invest a été créé par 3 personnes, 3 amis, le patron d'une aciérie, donc ingénieur qui était patron d'une grosse aciérie en Tunisie, son camarade d'école qui était à la Citibank en Tunisie, et un ami à eux qui était chez Deloitte et qui auditait l'aciérie du 3e. Donc vous voyez les 3 profils, donc industriel, banquier et auditeur. Et c'est eux 3 qui ont fondé le groupe Africa Invest en 1994. Et cette composition d'équipe, cette diversité d'équipe continue encore aujourd'hui. Donc si vous me posez la question quel profil vous cherchez ou quel profil vous recrutez, la réalité c'est que dans notre métier, il y a une seule chose qui est demandée, enfin, principale chose, c'est avoir une tête bien faite, bien réfléchir, indépendamment de tout le reste. Donc effectivement, il y a beaucoup de rigueur derrière, il y a beaucoup d'autres choses, mais avoir une tête bien faite, parce que nous réfléchissons, nous devons être un peu techniciens, même si nous ne le sommes pas, hein, il ne faut pas avoir la prétention de dire que nous le sommes. Nous faisons beaucoup de droit dans notre métier, hein, le côté juridique est assez important, beaucoup de calculs, beaucoup de commercial, donc c'est vraiment un mix de beaucoup de choses. Et encore une fois, quand on revient à Africa Invest Europe, la genèse, donc moi, école de commerce, finance, par 2 fois, et mon associé, il est ingénieur, il est centralien, il a fait un peu d'école de commerce par-dessus. Donc encore une fois, c'est les mix des profils. Donc c'est d'abord le bon sens. Alors par contre, moi, ce que j'aurais comme conseil aux personnes qui souhaitent en fait intégrer ce marché-là, on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de précipitations, beaucoup de précipitations. Hein, les gens ne souhaitent plus faire certains métiers qui sont pour le coup très important et très formateur pour le private equity. Je parle de tout ce qui est transaction services, je parle des boutiques M&A, je parle des cabinets de strat. C'est historiquement des pourvoyeurs de très bons profils pour les fonds, parce que ça prépare sur ça prépare à un des arcs dont a besoin l'investisseur en capital. Donc en ayant fait du transaction services, il faudra effectivement renforcer la partie juridique, la partie commerciale. En ayant fait de la boutique M&A, il faut renforcer la partie comptable, etc. pour bien comprendre, bien lire les chiffres. Mais ces fonctions-là sont un peu délaissées, un peu de désamour en fait, même l'audit, hein, un peu de désamour de ces fonctions-là, et les gens souhaitent passer directement en private equity. Il fut un temps où c'était possible parce que c'était l'abondance, il y avait pas mal d'offres, ça montait bien. Aujourd'hui c'est un peu plus dur, donc il ne faut pas oublier de revenir un peu aux fondamentaux, de bien se former, d'avoir des profils qui soient un peu plus plug and play pour ces métiers-là. Très clair, merci beaucoup. Donc j'aimerais qu'on essaie de se projeter pour les années à venir, oui. À peu près à 5-10 ans. Selon vous, quelle part du private equity africain va venir de fonds africains homegrown, comme on les appelle, ou de véhicules mixtes, comme on a affaire avec les FFA, ou bien quelle part aussi sera présente parmi les méga-fonds? Et quel rôle la régulation jouera-t-elle justement dans ce nouvel échiquier? On parlait justement d'aspect juridique important. Quel est votre avis là-dessus? Alors ça, c'est une question très importante parce que le poids et la pénétration du private equity en Afrique restent extrêmement faibles. Je dis ça de mémoire, mais je pense qu'en 2024, il a été recensé un peu moins que 500 opérations de private equity en Afrique qui pesaient pour 5,5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement faible pour tout le continent africain, sachant qu'une partie non négligeable de cette masse-là vient des fonds infra. Donc en termes de masse, le private equity en Afrique est extrêmement faible. Nous œuvrons en fait de notre côté en tant qu'Africa Invest
pour justement promouvoir le private equity en Afrique. Nous sommes cofondateurs de l'association tunisienne des investisseurs en capitaux, l'ATIC, pareil pour le Maroc, l'AMIC. Nous sommes cofondateurs de l'AFCA, qui est l'association panafricaine en fait, de private equity. Nous sommes cofondateurs du Club Afrique de l'AFIC ici en France. Donc nous œuvrons pour faire émerger en fait, ces clubs-là et faire émerger cet écosystème-là, mais le taux de pénétration du private equity reste très faible. Effectivement, la régulation y joue pour beaucoup. Par exemple, un pourvoyeur assez naturel de l'argent, en fait, c'est le nerf de la guerre. Pour les fonds d'investissement, c'est le secteur des assurances et des mutuelles en fait, dans les pays développés. Aujourd'hui, de par les taux de représentation, en fait, quand ces sociétés-là investissent dans le private equity, il y a une implication sur leur compte parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux de représentation et de l'acceptation ou pas par le régulateur de ces actifs dans le taux de représentation. Et aujourd'hui, en fait, les marchés africains sont extrêmement loin, malheureusement. Donc non seulement il y a le taux de pénétration de l'assurance qui est très faible, mais en plus, au sein même de l'assurance et des mutuelles et des fonds de pension, le taux de pénétration du private equity est encore très faible. Et nous, à notre toute petite échelle ici en France, nous avons en toute humilité, nous sommes très contents d'avoir permis à la Banque centrale kenyane, au fonds de pension de la Banque centrale kenyane d'investir chez nous. Ils l'ont fait pour le fonds 1, ils l'ont fait pour le fonds 2. Et maintenant, ils nous accordent leur confiance pour le fonds 3, donc ils nous ont confirmé leur venue dans le fonds 3. D'autres fonds de pension kenyans, en fait, nous en avons au moins 3 autres maintenant qui ont regardé ça, qui se sont dit, tiens, ça peut fonctionner. Donc, pour le fonds 3, nous embarquons avec nous 3 autres fonds de pension kenyans pour des petits montants, mais voilà, c'est des cycles qui s'enclenchent. Nous avons la Sécurité sociale ivoirienne, donc la Caisse nationale de prévoyance sociale ivoirienne qui investit avec nous et donc, qui est très contente. Donc, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'en private equity, il y a ce qu'on appelle la J-curve. On commence par demander de l'argent à nos investisseurs avant de le rendre. Et c'est des cycles très lents. Donc, tous ces fonds de pension-là qui ont engagé avec nous depuis quelques années commencent maintenant à avoir les retours et donc ils sont encore plus enclins à investir avec nous. Après, malheureusement, il y a eu quelques abus par le passé et il y a encore maintenant quelques investisseurs qui sont un peu échaudés. Je pense par exemple au cas d'Abrage, qui est un fonds du Moyen-Orient très emblématique, très successful pendant un temps, qui a investi beaucoup en Afrique et qui a attiré beaucoup de capitaux et qui, du jour au lendemain, du fait de malversations, etc., a juste explosé. Ce fonds-là a fait beaucoup de mal à la profession en Afrique, alors que les fonds qui y opèrent ne sont pas structurés pareil, ils sont mieux structurés, mieux sécurisés, etc. Donc on a encore des plaies à penser et on a encore beaucoup d'argent à aller chercher pour le private equity en Afrique. Nous n'y sommes manifestement pas du tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Bien, écoutez, merci énormément pour cette interview qui a été extrêmement claire et qui saura inspirer énormément des étudiants et des personnes qui pourront la regarder. Et donc j'aurais une dernière question pour vous, donc une question plus personnelle et un peu moins technique. Si vous deviez transmettre un seul conseil ou bien lancer un défi à nos auditeurs et à nos auditrices qui souhaitent justement en tout cas créer plus de ponts entre l'Europe et l'Afrique, quel conseil aimeriez-vous donner à la jeunesse ? Je pense que si on veut cibler des régions comme l'Afrique et les pays émergents au sens large, je pense qu'il faut avoir plusieurs choses. D'abord, cibler le long terme. Donc, il ne faut pas chercher à faire des coups, y aller sur le court terme. Donc, il faut vraiment cibler le long terme, être patient. 2, il faut vraiment essayer d'intégrer au maximum du contenu local, que ce soit un partenariat ou une présence locale. 3, il faut essayer au maximum d'avoir la bonne vision de la difficulté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a souvent rencontré dans le passé des gens qui surestimaient la difficulté et donc avaient peur d'y aller,
ou des gens qui sous-estimaient la difficulté en se disant de toute façon le marché est énorme, je vais y aller, même si je suis un peu moyen sur mon marché local, je vais y aller, je vais réussir. Non, parce qu'il y a maintenant des vrais acteurs sur ces pays-là, sur ces régions-là, et donc il faut essayer d'avoir une bonne lecture, une bonne visibilité des marchés avant d'y aller, sans la surestimer, parce que ça c'est un danger, ni la sous-estimer non plus. Très bien, merci beaucoup.